Et bonjour à ceux du Québec et bon après-midi à ceux de l'Europe. Comme Richard a dit, je viens de l'Université Polytechnique de Valencia en Espagne. Et je remercie aussi la possibilité de participer à ce colloque du 3D4. D'après les présentations que nous avons vues hier, aujourd'hui et qu'on verra demain et plus tard, il y a des travaux vraiment intéressants. Alors moi, je ne vais pas parler justement d'un travail, sinon je vais parler de plusieurs travaux qu'on a développés pendant un projet. Alors je vais parler de l'utilisation de nuages de points 3D pour la caractérisation, en ce cas de la forêt méditerranéenne. Et bon, on connaît tous les limitations des techniques traditionnelles. On doit prendre des données manuelles qui sont lentes, coûteuses, et aussi la couverture est limitée. Alors, on doit parcourir des grandes surfaces et on peut pas parcourir des grandes surfaces, pardon, quand on prend des données manuelles. Et aussi, on parle de la faible précision des mesures. Par contre, les techniques de télédétection, je parle en ce cas de la photogrammétrie et le LIDAR, ont montré une automatisation de ces processus et peuvent travailler pour des couvertures très grandes, des grandes surfaces et avec une précision élevée. Aussi, et on connaît aussi les avantages de la télédétection dans les applications forestières. Par exemple, parmi l'inventaire forestier, l'estimation précise des variables, du volume, de la biomasse, de l'auteur des arbres, entre d'autres, et aussi la réduction des coûts parce qu'on a besoin de moins de personnel pour travailler. On peut aussi prendre plus de données en moins de temps et ça dépend si on utilise par exemple le LIDAR aéroporté, on peut aussi avoir des données dans des surfaces plus grandes. Aussi pour la prévention des incendies de forêt, l'évaluation de la structure des combustibles et aussi l'identification des zones à risque et pour une planification stratégique. Alors, l'impact que la télédétection a sur la gestion forestière est premièrement la durabilité, c'est-à-dire comment améliorer la prise de décision grâce à ces données qui sont vraiment détaillées. L'adaptation technologique en facilitant des outils avancés dans la pratique, les pratiques forestières et aussi la réduction des impacts environnementaux. Alors, parce qu'il y a une minimisation des perturbations, parce qu'on ne doit pas aller sur le terrain. Et on peut, bon, il faut, et on peut aller sur le terrain, mais on ne fait pas des prises manuelles avec par exemple, en faisant des destructions des arbres et entre d'autres. Ben, nous, on a utilisé principalement deux zones d'études en Espagne, à l'est de l'Espagne. La première est à la Sierra de Espadán, à la province de Castellón. On a fait une première prise de données en septembre 2015 avec 80 placettes de 15 mètres de rayon et on a pris des dimensions standards. Je veux dire, le diamètre à l'auteur de poitrine, des espèces, l'auteur des arbres et aussi la base de la couronne. En juin 2022, on n'a presque pas du tout, pas complètement, mais on a répété la campagne sur le terrain en prenant les mêmes mesures, mais sur 27 placettes au lieu de 80. Et en ce cas aussi, on a ajouté des mesures du sous-bois. C'est-à-dire pour chaque des arbustes, on a pris des mesures de la position, de l'auteur de la base et de la dimension de la couronne, mais dans des placettes de rayons de 5 mètres. Les espèces dominantes dans cette zone, c'est une forêt méditerranéenne. Alors, on trouve du Pinus halepensis, du Pinus pinaster et aussi le Quercus suver. Et les espèces arbustives sont le Quercus coccyphera, Erica arborea et d'autres qu'on trouve dans cette forêt méditerranéenne. Et aussi en 2022, on a ajouté une deuxième zone d'études
d'études, la Sierra Calderona, qui est entre les provinces de Valencia et Castellón. Et ici, on a pris des données dans 27 placettes de 15 mètres de rayon, les mêmes mesures qu'on a pris dans notre zone d'études. Et aussi, on a appris les mesures des arbustes, aussi pour des placettes de 5 mètres de rayon. Alors, les espèces dominantes, ici, dans ce cas, il y a juste pour les arbres le Pinus halepensis et pour les espèces arbustives, il y a Cistus albidus, Quercus coccifera et d'autres qu'on trouvait aussi dans la première zone d'étude. Euh, à part des données qu'on a pris manuellement dans ces zones d'études, on a pris aussi des données du lidar terrestre. En 2022, on a enregistré les 54 placettes de Spadan et de Calderona. Et on a, pour chaque de ces placettes, on a fait un scan central, puis on a fait 4 scans à 7,5 mètres du centre des placettes dans chacune des directions cardinales. En total, on a pris 5 scans par placette. Euh, et puis pour faire le enregistrement, on a utilisé 5 sphères blanches. Aussi, on a enregistré du lidar reporté. En 2022, on a survolé les 2 zones d'études en utilisant un lidar discret et aussi full waveform parce que ma thèse de doctorat, j'ai travaillé avec du lidar full waveform. Et ben, la densité moyenne des points est de 10 points par mètre carré. Puis on a utilisé aussi un drone, pas avec du lidar, parce qu'on n'a pas du lidar pour drone, mais en utilisant la photogrammétrie. En 2022, on a survolé les 27 placettes de la deuxième sonde d'étude, la Sierra Calderona, parce que la couverture de la canopée était très haute pour la première zone d'étude. Et on a utilisé une caméra MicaSense Red Edge Multispectral Camera pour faire ce travail. Après, enregistrer ces données du TLS, de l'ALS, du drone et aussi les mesures sur le terrain, on a fait plusieurs études. La première étude que nous avons fait, c'est avec le lidar terrestre. On a enregistré ces placettes avec plusieurs scans, avec des densités de points très hautes. Et dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est une réduction aléatoire de la densité de points des placettes. Pourquoi? Pour voir s'il y avait un effet sur l'estimation des variables des structures, c'est-à-dire si on faisait une réduction de la densité de points, est-ce qu'il y avait un effet sur cette estimation? Et ce qu'on a vu, c'est que même si on n'utilisait pas des nuages de points très denses du TLS, on pouvait estimer certaines variables de structure et de combustibilité avec une précision assez haute. Et on a vraiment fait une réduction des densités, parfois jusqu'au 0,001% de la densité originale, et on ne voyait pas des grandes différences. Alors, ce résultat, ce qui montre, c'est qu'on peut utiliser, par exemple, d'autres données pour ces objectifs, comme le lidar mobile, parce qu'on a une densité plus basse que le lidar terrestre et on peut toujours avoir des autres prédictions. Aussi, une autre étude qu'on a fait avec le TLS, assez intéressant. Celui-ci, on est en train de développer l'article qu'on veut soumettre dans les prochains mois. Mais si vous utilisez ce QR code, ce que vous avez, c'est un article d'une conférence. L'article est en espagnol, mais le résumé est en anglais. Et ce qu'on a fait, c'est juste on, on a travaillé avec plusieurs surfaces, premièrement avec toute la placette, puis avec des zones plus petites. On a fait une extraction des profils verticaux de la distribution de retour du lidar terrestre. Et alors, ce qu'on a fait avec cette distribution verticale du numéro de retour, c'est obtenir plusieurs courbes gaussiennes. OK? Alors,
ce qu'on a vu, c'est que ces courbes gaussiennes euh, sépare les différentes strates verticales de la placette ou de la surface qu'on est en train d'analyser. Et puis, si on utilise des paramètres des courbes gaussiennes comme la moyenne, ben, aussi l'écart ou les limites des gaussiennes, on peut avoir aussi les limites des différentes strates. Par exemple, nous, ce qu'on nous avons fait dans l'étude, c'est la limitation du sous-bois et aussi obtenir la base de la canopée ou d'autres estrades verticaux. Alors, dans ces petites études qu'on a fait pour une conférence, on a obtenu ces courbes gaussiennes pour deux dates, pour les mêmes placettes, et on a vu l'évolution. L'évolution, par exemple, du sous-bois, s'il se réduit, s'il augmente en hauteur, et aussi de la base de la canopée. Alors, pour une application d'incendie forestier, de forêt, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir si la différence, la distance entre le sous-bois et la base de la canopée augmente ou se réduit. Aussi, une autre étude qu'on est en train de faire, c'est presque plus ou moins la même chose avec des courbes gaussiennes, mais en utilisant des données à reporter. Ce qu'on veut faire dans ce cas, c'est en utilisant pas seulement le lidar à reporter, mais aussi de séries temporelles de Sentinel-2, faire une classification de différents modèles de combustible. Comment? Ben, les modèles combustibles dépendent de l'auteur, de la présence, de la quantité du sous-bois et aussi de la canopée. Alors, ici, on peut voir par exemple des nuages de points pour, pour différents modèles combustibles. Et à gauche, on peut voir pour chacune des placettes les courbes gaussiennes obtenues à partir des retours de l'ALS. Alors, ce qu'on peut voir, c'est vraiment une différence qui nous montre en obtenant les courbes gaussiennes, on pourrait aussi obtenir ces paramètres des courbes pour faire une classification plus précise de ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et en bas à droite aussi, on a des courbes des séries temporelles de Sentinel-2. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est l'utiliser pour faire une différenciation entre, par exemple, les placettes qui sont surtout du sous-bois et d'autres qui ont des canopées. Parce que le sous-bois a plus de variations spectrales que la canopée en comparant dans des différentes années. Et parmi les études que nous avons fait avec le drone, je j'insiste, je veux dire avec photogrammétrie, pas du lidar, qu'est-ce que le drone peut apporter, ces nuages de points, qu'est-ce que peut apporter aux applications forestières? Ben, ce qu'on a fait, c'est des segmentations des individus, aussi des classifications des espèces. On a pris des mesures directes des variables, comme l'auteur, le diamètre de la couronne, etc. Et aussi, on a appliqué des équations allométriques. Alors, par exemple, dans cet article, ce que nous avons fait, c'est on a développé un logiciel qui s'appelle Class 3DP. Ce logiciel permet la classification supervisée des nuages de points, en ce cas de photogrammétrique, mais on pourrait l'utiliser avec d'autres nuages de points, en obtenant des caractéristiques pas seulement géométriques, mais aussi spectrales. Alors, on peut utiliser ces caractéristiques pour faire une classification des espèces végétales. Et, bon, parmi ce qui concerne les caractéristiques, Class3DP peut faire une extraction de 48 caractéristiques et utiliser 5 algorithmes d'apprentissage automatique. Et cet article, c'est une application du Class 3DP. Et ce qu'on a fait, c'est dans la Sierra Calderona, qui était la deuxième zone d'études, on a pris deux zones d'études. Et ce qu'on a fait, c'est une acquisition d'images avec le drone. Puis on a fait une extraction des caractéristiques et la segmentation et une classification des espèces d'arbustes avec ces caractéristiques géométriques et spectrales avec leur 3DP. On a obtenu une fiabilité globale de environ 82% et 96,4%
pour les deux zones d'études respectivement. Et on a fait une classification des espèces arbustives. Aussi, ce dernier étude, mon collègue Juan Pedro va soumettre bientôt un article qui, qui développe ça, mais ce QR code, c'est aussi sur un article d'une conférence qu'on a eue au mois de juin. Mais cet article avec le tronc, c'est si on peut faire une estimation de la biomasse en utilisant ces nuages de points photogrammétriques obtenus avec le drone. Ici, ce qu'on fait, c'est une segmentation, une classification de 13 espèces, puis on fait une estimation de la biomasse, mais à niveau d'individu de chacune des espèces arbustives. Alors, pour savoir la biomasse, la donnée de référence, on a utilisé des équations allométriques et on essaie de faire cette estimation avec des caractéristiques obtenues à partir de nuages de points pour voir si on peut estimer cette biomasse à niveau d'individu. Aussi, un autre travail qu'on a fait, ça fait quelques années, c'est la combinaison des données du lidar terrestre avec la photogrammétrie obtenue avec le drone. On a essayé de faire une estimation pardon, de l'auteur, la biomasse et le volume des arbres. Et bon, ce qu'on a vu, c'est que le drone, la photogrammétrie avec le drone, obtient des résultats pareils avec le TLS pour la hauteur, mais des résultats moins précis pour la biomasse et le volume. C'est évident que pour l'auteur, la photogrammétrie mm, n'a pas, n'a pas autant d'occlusion, mais quand on essaie d'obtenir plus d'informations des extraits inférieurs ou d'autres informations comme le tronc, c'est quand on a une occlusion des nuages de points. Alors, dans ce cas, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en utilisant la combinaison du TLS et du tronc, on peut obtenir une légère amélioration des résultats. Et finalement, après enregistrer toutes ces données, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je vais vous présenter un travail qu'une autre collègue qui est dans notre groupe, qui s'appelle Marina, est en train de développer sa thèse. Euh, Ça me rappelle un peu une part de ce que Léo Jourdan de l'Université de Toronto a fait hier. Et par exemple, nous, avec des données de lidar terrestre aéroporté aussi du drone, on utilise ces données pour faire des scénarios pour la simulation d'incendie forêt. Alors, dans ce cas, on utilise un logiciel qui s'appelle WFDS de US Forest Service. Et ici, on n'a pas besoin seulement d'utiliser des données originelles, sinon on peut faire pas des scénarios seulement réels, sinon des scénarios semi-réels. Alors, on fait une chose qui est très similaire à celle que Léo a fait hier. On a une bibliothèque avec des espèces segmentées, des arbres segmentés, des arbustes segmentés à partir des nuages de points. Puis, on fait des scénarios avec une distribution aléatoire. Alors, c'est l'utilisateur qui peut choisir une densité et un intervalle d'auteur, un intervalle aussi de diamètre à l'auteur de poitrine. Et alors, il y a un scénario qui se fait de manière aléatoire. Alors, pour l'input de ce logiciel, ce qu'on a besoin, c'est de la distribution et de la géométrie des individus, mais aussi on a besoin d'une donnée qui est le canopy pool density à niveau de voxel. Alors, pour obtenir ces données, on peut faire des estimations allométriques à partir des dimensions des individus, mais aussi à partir des nuages de points. Alors, ça connecte avec, par exemple, le Plan Area Density, que Richard Fournier a travaillé les dernières années avec ça, et aussi sa conversion au Canopy Wool Density, que Olivier Martin aussi travaille avec ça. Alors, comme résultat, ce qu'on a, c'est un petit laboratoire sur lequel on peut faire plusieurs essais
et pour obtenir des conclusions pour voir avec des différents paramètres de densité, hauteur, sous-bois, comment le feu avance. Alors, les conclusions, ben, on a vu que les techniques de télédétection ont un grand potentiel pour la caractérisation des variables forestières. Et aussi, ces variables forestières sont des paramètres essentiels pour différentes applications, comme l'inventaire forestier et aussi la prévention des incendies de forêt. Les résultats obtenus avec le TLS avec une densité mineure montrent qu'on peut utiliser d'autres techniques comme le lidar mobile. L'utilisation de ces techniques montre un moins de travail et aussi un travail plus automatisé. Le niveau de détail des données est beaucoup plus élevé que les techniques traditionnelles. Et aussi, avec l'utilisation de ces techniques, on ouvre la voie pour l'extraction d'autres paramètres des inventaires forestiers ou des simulations des incendies, comme par exemple avoir des informations de plusieurs extraverticaux. Et aussi, l'application des courbes gaussiennes permet de générer une cartographie de l'évolution de la végétation avec des enregistrements dans plusieurs dates pour avoir une cartographie des zones pour des fins sylvicoles ou de la prévention des incendies de forêt. Et je voulais juste parler d'autres travaux qu'on a fait ou on fera. Premièrement, la classification en utilisant Deep Learning de la dernière couverture de lidar aéroporté à niveau espagnol. Et aussi en utilisant des techniques de Deep Learning, la classification des espèces d'arbres et d'arbustes en utilisant du lidar terrestre ou mobile. Et bon, jusqu'ici ma présentation et merci pour votre attention.